À 2h47 du matin, dans les faubourgs désertiques de Marib, au Yémen, le ciel de Jais au-dessus des dunes s'illumina soudainement d'une multitude de signatures thermiques rasantes. Un essaim de drones et de projectiles lancés par les milices Houthis fonçait à une vitesse vertigineuse vers une base avancée américaine d'importance stratégique. Dans l'ensemble de la zone, les systèmes d'alerte de défense aérienne passèrent instantanément au rouge. En moins de 90 secondes, une réaction en chaîne s'emballa, retirant définitivement le contrôle des opérations des mains des assaillants. Et ce n'était là que le commencement. Après des semaines de tensions géopolitiques croissantes, les forces Houthis soutenues par l'Iran avaient décidé de lancer une offensive audacieuse et parfaitement calculée. Leur objectif ? Les bases militaires fortifiées et les réseaux de défense aérienne avancés implantés au cœur de la région stratégique de Marib. Pour maximiser l'effet de surprise tactique, les Houthis avaient ouvert leur assaut avec des vagues successives de drones Samad 3, combinant des munitions rôdeuses et des missiles volant à très basse altitude, rasant le terrain à travers la vallée, longeant les reliefs et se servant des axes de circulation civile comme couverture. À 2h52, un appareil E-2D Advanced Hawkeye de la marine américaine, fabriqué par Northrop Grumman, patrouillait dans l'espace aérien international aux abords du Yémen, surveillant l'ensemble du champ de bataille. Cet appareil est équipé d'un radar UHF à balayage électronique actif, fonctionnant dans une plage de fréquences spécialement conçue pour détecter des cibles difficiles à identifier, y compris des cibles furtives. En quelques secondes à peine, de faibles signaux se matérialisèrent sur les écrans des opérateurs. En un battement de cils, le Hawkeye avait établi des trajectoires de suivi stables sur l'ensemble du package d'attaque ennemi qui approchait. Simultanément, opérant de manière discrète dans les marges électroniques de ce théâtre d'opération, un Boeing EA-18G Growler, appareil de guerre électronique, enregistrait d'inhabituelles émissions de fréquences radio locales ainsi que des liaisons de mesure émises depuis des stations de contrôle mobile clandestines situées à l'intérieur des territoires tenus par les Houthis. L'alerte fut immédiate. Sur l'ensemble des réseaux tactiques américains, le niveau d'alerte fut porté au degré de préparation le plus élevé. Les coordonnées des cibles furent injectées dans les canaux de données Link 16, mettant à jour en temps réel chaque unité connectée au réseau. Sur le terrain, autour de Marib, des systèmes d'armes sol-air à courte portée, communément désignés sous le sigle CRAM, ainsi que des batteries de défense aérienne de proximité, basculèrent en mode de combat entièrement automatisé. À 3h05, un drone MQ-9 Reaper de General Atomics décolla d'une base aérienne voisine et grimpa en direction de la vallée de Marib. Quelques minutes après avoir pénétré dans la zone de combat, l'appareil s'établit sur une large orbite à haute altitude, sous une épaisse couverture nuageuse, devenant ainsi un nœud de renseignement en temps réel dominant le champ de bataille. Le système de désignation multispectrale du Reaper transmit sans délai des données électro-optiques et infrarouges au centre des opérations interarmées. Les positions de lancement de roquettes dissimulées des Houthis apparurent en succession rapide sur les écrans tactiques. Les rampes mobiles, les itinéraires de déplacement et les véhicules de commandement coordonnant les attaques de drones furent identifiés et révélés. Se maintenant à distance hors de portée de la défense antiaérienne locale, le MQ-9 passa du mode observation au mode attaque. Ces capteurs avaient verrouillé un véhicule de commandement tactique Houthi, progressant sur une piste désertique dissimulée. Quelques secondes plus tard, l'autorisation tomba. Un missile Hellfire de type AGM-114R9X se détacha de l'appareil et fonça vers sa cible. Une fraction de seconde après l'impact, le véhicule de commandement fut déchiqueté avec une précision absolue. Pendant un bref instant, il sembla que les États-Unis avaient pris la main sur le champ de bataille. Mais les Houthis avaient anticipé cette riposte. Plutôt que d'activer leur radar de détection, ce qui aurait pu déclencher les récepteurs de guerre électronique adverses, ils opéraient en silence radio total, utilisant des caméras optiques pour surveiller le ciel à l'œil nu. Dans les profondeurs de l'obscurité, un engin désigné sous le nom de Kasef 3
s'éleva silencieusement dans l'air nocturne. Il décrivit de lents cercles au-dessus de la vallée, attendant, chassant, cherchant. Au bout de quelques minutes, son autodirecteur capta enfin une forte signature thermique. Le moteur du MQ-9 brillait comme une torche sur le fond glacé du ciel désertique. L'engin rompit brusquement son orbite et piqua vers sa cible. L'impact frappa directement la cellule du drone. Des flammes jaillirent du fuselage, tandis que le MQ-9 partait en vrille et disparaissait dans les ténèbres avant de s'écraser dans le désert aride du Yémen. En l'espace de quelques secondes, les États-Unis venaient de perdre un œil crucial dans le ciel. Sur l'écran tactique, une brèche béante s'ouvrit soudainement dans le tableau d'ensemble du champ de bataille. À 3h18 du matin, dans les minutes suivant l'abattage du Reaper, les forces américaines se trouvèrent plongées dans une crise tactique grave. Simultanément, le réseau de données tactiques Link 16 subissait des perturbations localisées qui ralentissaient et déformaient le flux d'informations en temps réel. Les forces Houthis avaient activé un réseau étendu de brouilleurs électroniques de faible puissance et d'émetteurs radio illicites imitant des signatures de cibles. Certaines trajectoires de vol se fragmentaient soudainement en plusieurs signaux fantômes, tandis que d'autres disparaissaient brièvement avant de réapparaître ailleurs, faisant en sorte que les véritables échos radars apparaissaient sur les moniteurs internes de la base comme des images floues, fragmentées et retardées. À l'intérieur du centre de commandement, la tension monta d'un coup. Pendant quelques instants, la conscience de la situation sur le champ de bataille se rétrécit dangereusement. Les opérateurs reportèrent leurs priorités vers le radar A/PY9 de l'E-2D Hawkeye, en sécurité depuis sa base aérienne terrestre, ainsi que vers les données de renseignement électronique passif du EA-18G Growler distant. Une escadrille de chasseurs Boeing FA-18EF Super Hornet décolla et fila directement vers la zone de combat. Pour démasquer les batteries Houthis, les Super Hornet tirèrent une salve de leurres miniaturisées ADM-160. Ces dispositifs émettent activement des réflexions radars simulées en utilisant des systèmes internes d'amplification de signaux, imitant à la perfection une grande formation d'avions de combat polyvalents pénétrant dans l'espace aérien. Soudainement, les stations radars à travers tout l'ouest du Yémen s'activèrent frénétiquement, recherchant des cibles avec agressivité. Plusieurs batteries ouvrirent un feu nourri, lançant des salves de missiles d'interception directement sur les trajectoires de ces cibles insaisissables. Et le piège se referma instantanément. Les signatures radars révélèrent les positions exactes des batteries dans la zone. Même pendant que la duperie suivait son cours, certaines batteries continuaient de traquer les cibles leurres, gaspillant ainsi de précieuses fenêtres d'engagement. Et leurs cycles de préparation au tir de missiles s'épuisèrent progressivement. Le Super Hornet bascula aussitôt en mode escorte dédié, prêt à neutraliser les défenses anti-aériennes ennemies grâce à son missile anti-radiation à haute vélocité AGM-88 ARM, dont la mission consistait à détecter et détruire toute nouvelle source d'émission dès qu'elle se manifestait. Le champ de bataille venait de se retourner. Cette fois-ci, les chasseurs étaient devenus les chassés. À 3h31 du matin, une escadrille de F-35A Lightning de 5e génération, 2 chasseurs furtifs, profita des interférences radio déchaînées pour décoller d'une base aérienne de première ligne et foncer silencieusement à travers l'obscurité. Les capteurs passifs hautement perfectionnés du F-35A interceptèrent et localisèrent avec une précision redoutable chaque émetteur encore opérationnel. Ces données d'une résolution exceptionnelle furent directement intégrées dans une séquence d'engagement unifiée, dissipant ainsi le brouillard numérique et révélant les yeux cachés de l'ennemi. Les forces ennemies s'adaptèrent pourtant presque immédiatement. Plutôt que de fuir, elles déployèrent une vague massive de drones suicides Samad-3, progressant en ligne droite tout en formant délibérément des formations chaotiques et désorientantes. Il s'agissait d'un piège psychologique mortel. Utilisant des leurres bon marché, les combattants attirèrent les appareils F-35A, valant des centaines de millions de dollars chacun,
vers une zone préparée à l'avance dans l'ouest du Yémen, où des batteries de missiles dissimulés et des positions de défense anti-aérienne camouflées attendaient en embuscade. Alléchée par des cibles apparemment évidentes, l'escadrille de F-35A poursuivit sa course et franchit le seuil du piège. Les défenseurs activèrent aussitôt leur arme ultime. Une grêle de missiles furtifs Sacre 358 surgit de manière inattendue de positions soigneusement camouflées, fonçant droit sur les chasseurs invisibles. Le missile Sacre 358 se révéla être un véritable cauchemar asymétrique. Conçu spécifiquement pour contourner sans se faire remarquer les seuils conventionnels de détection radar, il pénétra dans la couche extérieure des défenses. Le système de dispersion A/AQ-37 du F-35A détecta suffisamment tôt l'allumage du propulseur du missile. Le pilote exécuta immédiatement une courbe d'évitement brusque, tout en larguant simultanément une salve de fusée éclairante au magnésium spécial, destinée à tromper l'algorithme de guidage du missile. Au milieu de cet espace numérique chaotique, le système DAS du F-35A afficha soudainement un nombre inhabituellement élevé de signaux d'alerte infrarouge, signalant une menace provenant de sources de feu ennemies qui se chevauchaient. Conscient que la situation tactique sur le terrain venait d'atteindre un point critique, le commandant d'escadrille bascula l'avionique en mode de pistage local indépendant afin de filtrer le brouillage électronique ambiant. Même durant les manœuvres d'évitement, les F-35 poursuivirent leur mission de surveillance, conservant leur mode de discrétion passive. Leurs capteurs collectaient silencieusement les signaux émis et les signatures infrarouges du réseau ennemi récemment démasqué. La retraite elle-même était devenue une composante de l'attaque. 345. Tandis que les F-35 se retiraient de la zone d'embuscade, les forces ennemies saisirent l'occasion pour lancer leur contre-attaque la plus puissante de la nuit. Un essaim massif de drones dévastateurs Samod 3, coordonné avec un déluge de missiles de croisière volant à très basse altitude, avait pour objectif de submerger le périmètre défensif américain. Dans les airs, le radar A/PY9 du E-2D Hawkeye fut soudainement inondé de traces de cibles qui se superposaient et de symboles clignotants. Plusieurs drones avaient percé la couche extérieure et continuaient de foncer directement vers la base. Durant quelques instants de tension extrême, il sembla que les forces ennemies avaient enfin découvert une faille fatale dans le réseau défensif américain. L'architecture numérique des forces armées américaines demeura pourtant inébranlable. Malgré la saturation du réseau tactique de données, l'appareil E-2D Hawkeye exploita sa puissance de calcul supérieure pour percer le brouillard numérique de la guerre, fusionner les traces de cibles dispersées et transmettre directement au système de défense au sol les cibles prioritaires à neutraliser. Le système CIWS encercla la piste d'atterrissage et ouvrit le feu dans un vacarme assourdissant. Un éblouissant déluge d'obus incendiaires de 20 mm jaillit du canon Gatling de General Dynamics, déchirant le ciel nocturne et créant un véritable mur de feu devant la base. Des sirènes retentirent sur l'ensemble de l'aérodrome. 2 drones Samad 3, à quelques centaines de mètres à peine de leur objectif, se désintégrèrent quelques secondes avant l'impact. Autour d'eux, les débris embrasés continuaient de rougeoyer. Le rapport de force sur le champ de bataille avait officiellement et définitivement basculé. Et c'est précisément à cet instant que les F-35 découvrirent une mine d'or en bordure du théâtre d'opération. Leurs capteurs passifs identifièrent des cibles au sein d'un réseau secret de relais de données et de coordination. Le cerveau qui orchestrait l'ensemble de l'essaim de drones grâce à des capacités supérieures d'intégration des capteurs. Le F-35A synchronisa immédiatement les données passives provenant des installations radar locales du EA-18 Growler et des satellites de reconnaissance en orbite. En tant qu'instance de contrôle suprême sur le champ de bataille, le chasseur furtif prit pour cible les réseaux tactiques centraux et conçut, puis dirigea une contre-attaque synchronisée à grande échelle contre les centres de commandement vitaux, les stations radars et les vastes dépôts d'armement souterrains disséminés le long de la côte yéménite. 402.
l'escadrille de F-A-18E-F Super Hornet vira brusquement et se précipita de nouveau vers la zone de combat, activant son système radar A-E-S-A avancé A-A G79 à balayage électronique actif. Un puissant balayage électronique transperça le système de surveillance longue portée des forces adverses et élimina leur dernier signal d'alerte opérationnel. Simultanément, les coordonnées précises préalablement établies par le F-35A se transformèrent aussitôt en sentence capitale. Un déluge de missiles de croisière AGM-84 et de bombes de précision guidées par GPS s'abattit sur le réseau nouvellement exposé. Les principales stations radars longue portée des combattants explosèrent, dégageant d'épais nuages de fumée mêlant carburant secondaire et composants électroniques mis en pièces. En moins d'une heure de chaos intense et multidimensionnel, les capacités offensives des forces ennemies le long du corridor de la mer Rouge avaient été sévèrement réduites. L'appareil d'État iranien, qui opérait certes à couvert derrière un rideau de protection, fut totalement sidéré par la vitesse effrayante et la réponse sensorielle parfaitement coordonnée de la contre-attaque américaine. Le facteur déterminant ayant permis la neutralisation ce soir-là de matériel de haute valeur résidait dans un système d'armement entièrement conçu pour contourner les caractéristiques explosives conventionnelles. Le missile Hellfire A G14R-9X Ninja, fabriqué par Raytheon, entra en action. Ce qui rend cette variante ultra-secrète si singulière est largement ce qui distingue véritablement cette arme, c'est l'absence totale d'ogives explosives. Plutôt que de miser sur une onde de choc chimique, le R9X libère 6 lames mécaniques tranchantes comme des rasoirs, dissimulées dans son fuselage exactement 100 millisecondes avant l'impact physique, se déployant vers l'extérieur telle une guillotine mécanique implacable. L'énergie cinétique du corps de l'engin en pleine course, combinée à ses bords acérés, tranche les toits des véhicules et les cibles désignées avec une précision mathématique absolue. Cette munition a été spécifiquement conçue pour neutraliser un seul commandant de haut rang à bord d'un véhicule en mouvement ou dans un espace confiné, sans provoquer de dommages collatéraux ni raser le pâté de maison environnant. Pour la structure de commandement des Houthis, cette soirée s'est achevée en un échec catastrophique et irréversible. Pour l'armée américaine, en revanche, il ne s'agissait que d'une journée ordinaire de plus, celle d'une opération de combat interarmée menée quelque part au Moyen-Orient, sans fanfare, sans déclaration, dans le silence froid et précis de ceux qui n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre.